Bonjour Maître Jarras. Bonjour. Kik n'a pas tout fait ce qui était en son pouvoir. C'est ce que dit Clara Chapat, c'est vrai? C'est certain. Ouais. C'est certain. C'est certain parce que son business model repose en fait sur un système de divertissement lucratif. Elle est passée sur une zone grise qui était le fait de faire du direct. Et normalement, on doit mettre en place des modérations. C'est une zone grise, mais enfin tout à fait maîtrisable. Le Figaro TV et le Figaro Live en sont tout à fait Absolument, absolument, c'est tout à fait maîtrisable. Et justement, on peut se poser la question, qu'est-ce que l'État a fait à partir du moment où on le savait depuis un certain nombre, depuis décembre dernier, il y avait eu des enquêtes qui avaient été mises en place, notamment par des médias, et en fait, l'État n'a pas bougé. Mais l'État n'a pas bougé. Pourtant, il y a eu des perquisitions, il y a eu des gardes à vue, il y a eu même la victime a été entendue à cette époque par la police. On ne peut pas dire que justement l'État, et en tous les cas les services de l'État, les services de Bruno Retailleau dont on parlait tout à l'heure, ne sont pas intervenus. Alors en fait, si vous voulez, on est dans une problématique aujourd'hui qui est celle de la liberté d'expression. Et ensuite, les limites de cette liberté d'expression lorsque l'on frôle, si vous voulez, l'atteinte à la dignité. Et il a fallu, en fait... Alors, on sait très bien que sur cette plateforme, la question de la modération était très, très laxiste. Ils n'allaient pas au bout de ce qu'on pouvait leur demander. C'est pour ça, en fait, que la ministre tente de dire un manquement à la loi. Mais il n'y avait pas toutes les mesures qui auraient dû être prises. Et donc ça a fait que cette plateforme prospérait, 180 000 abonnés, notamment sur JP, le streamer qui est décédé. Et il faut qu'il y ait le drame pour que, en fait, après, on réagisse. Il y a une institution qui est au cœur de la polémique, qui est l'Arcom. Est-ce que l'Arcom a vraiment failli dans cette affaire? Non. Non, parce que... Vous êtes l'un des rares à le dire. Oui, mais parce que, si vous voulez, l'Arcom, ce n'est pas dans sa mission. L'Arcom a des missions dans le domaine de l'audiovisuel. Dans le numérique, c'est beaucoup plus compliqué. Elle n'a pas tout à fait tous les pouvoirs qui sont pris là-dessus. Ça ne rentre pas dans la mission de l'Arcom. Est-ce que ce serait une solution de renforcer ses pouvoirs dans le numérique? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il faudrait lui donner les moyens, parce que vous savez, je crois qu'il y a 20 agents. Il y a quand même 350 millions d'euros de budget, quand même. C'est quand même pas mal en termes de moyens. C'est vrai, et c'est vrai que c'est une question. Mais avant ça, il faudrait que l'on définisse précisément ce que l'on entend par contenu illicite. Et ce que n'a pas fait le régulateur européen. Donc il y a des vrais enjeux derrière tout ça. Oui, c'est une question, parce que est-ce qu'il faut absolument qu'une autorité de régulation et que l'Arcom interviennent? D'abord, on pourrait oui, parce que la société... Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les garde-fous ne sont pas mis en place. On voit que la culture... Sur les réseaux... il y a un problème avec les réseaux sociaux où, en fait, on va à l'extrême. Ouais. Et il n'y a plus de respect de la vie humaine. Mais alors justement, c'est l'un des grands débats, et c'est absolument passionnant, mais quels peuvent être les garde-fous, Gérard Haas? Moi, je vous pose la question à l'avocat. Oui, absolument. Parce que je trouve que, j'ai l'impression, depuis que cette affaire a éclaté, cette tragique affaire a éclaté, on nage en pleine confusion entre principe, morale et droit. Je parle sous votre contrôle, je ne suis pas juriste, mais il me semble que c'est quand même des domaines assez différents. Vous avez raison, monsieur Roux, c'est tout à fait exact. Alors, derrière ce débat, c'est la question de liberté. Oui, il y a la liberté, mais il y a aussi la responsabilité, et notamment la responsabilité des plateformes. Donc ça, c'est un point important. Ce qu'avait demandé l'Arcom à Quick, c'était d'avoir un représentant légal. Il n'y avait pas, dans la zone Europe, il n'y avait pas de représentant légal. Ils en ont pris un à Malte, maintenant. Ils en ont désigné un à Malte. Il faudrait aller plus loin. Il faudrait qu'il y ait véritablement, pour toutes ces plateformes qui diffusent en France, avoir un représentant légal en France qui puisse, si vous voulez, si jamais demain on va dans une instruction ou dans une condamnation, qui puisse répondre. Vous voyez, et donc déjà, quand on est responsable, regardez avec Telegram, il y avait déjà eu un petit peu ce phénomène où on a arrêté le patron de Telegram, et à ce moment-là, on a pu avoir un certain nombre d'informations qu'on ne pouvait pas voir avant. D'ailleurs, une affaire
une affaire par an, toujours à la même époque de l'année. L'an dernier, c'était effectivement avec l'arrestation de Pavel Durov, et cette année, donc, avec la mort tragique de Jean-Paul Manoff. Alors, la question que vous posez sur le fait d'obliger les plateformes à avoir un représentant, est-ce qu'elles ne pourraient pas avoir l'effet pervers inverse? C'est que si on nomme un représentant pour que le représentant soit le punching ball des autorités de régulation et des autorités de répression, ça ne va pas inciter justement les plateformes à les nommer. Alors, si vous voulez, il y a quand même... C'est pas contre-intuitif avec si vous... l'esprit du web, l'esprit d'Internet. Vous avez raison, mais ce que je voulais dire, c'est que là, on était dans une zone grise. En quoi on est dans une zone grise? C'est que la jurisprudence française considère que quand on est dans des émissions en direct, il est très difficile pour un modérateur d'avoir un contrôle. Et donc, il peut y avoir des débordements. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on était sur du streaming en direct qui était des violences dans lesquelles les spectateurs payaient pour qu'on donne des coups. Donc, il y avait... c'est pour ça que la question de la modération va être très importante, parce que là, on aurait pu le faire, puisque justement, on favorisait la possibilité de donner des claques. Alors, on vous dit que c'était scénarisé, on vous dit que c'est... Mais ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, on aura des moyens normalement, et c'est pour ça que ce qui est très intéressant, c'est que la demande qui a été faite, c'est de dire comment vous avez traité les signalements qui vous ont été faits pour voir un petit peu pourquoi vous n'avez pas réagi. Donc, vous voyez, il y a juridiquement, et je pense qu'on a des possibilités d'engager véritablement la responsabilité si on constate qu'à partir des signalements, ils ont laissé faire et ils n'ont pas réagi. On a interrogé hier Véronique Reissoult, qui est présidente et fondatrice de Backbone Consulting, qui est une société spécialisée dans la communication de crise et en particulier dans le suivi des réseaux sociaux, partenaire du Figaro sur le sondage hebdomadaire avec Odoxa. Et voici ce qu'elle répondait sur les suites éventuelles d'une non moins éventuelle censure de Kik. Sur Twitch, c'est assez réglementé. Vous pouvez être banni. Et quand vous êtes banni, vous pouvez aller sur Kik. Et sur Kik, vous aurez moins de difficultés. C'est des alternatives. Et c'est pour ça que se dire on va fermer Kik, bah oui, mais quand vous fermez, on voit bien qu'il y a toujours une autre plateforme. Une autre plateforme qui va renaître, en fait. Après, on peut avoir un débat sur la censure en soi, mais bon, vous ne pouvez pas empêcher les gens de s'exprimer, donc ils iront ailleurs. Après, il y a un sujet de fond sur ce qu'ils ont à dire et comment ils le disent et comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses. L'interdiction n'est pas la clé. L'interdiction n'est pas la clé. Si, je suis pas. Enfin, si vous voulez, c'est une position, on peut la comprendre. Et donc là, on va dans la continuation de l'approche par la liberté d'expression, et son somnum serait la censure. Donc l'interdiction est quelque chose d'important parce qu'elle met un point et on dit à partir de là, on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est quelque chose qui est important d'avoir, si vous voulez, des mesures. Et donc on se met en infraction quand c'est interdit. Ensuite, le fait qu'il y ait d'autres choses qui s'ouvrent. Je tiens à vous dire quand même que ça existait déjà sur le dark web, tous ces phénomènes de violence, mais qui étaient, si vous voulez, dans des cercles qui étaient privés, dont on ne voyait pas ce qui s'est passé. Là, c'était ouvert au public. Et donc la question, quand vous disiez tout à l'heure, il y a du droit, mais il y a aussi de la morale, c'est vrai qu'il y a un problème de société aujourd'hui, de savoir, il faut, je vous ai dit, mettre des garde-fous, et les garde-fous, ça commence par des interdictions. Et donc ça, c'est fondamental. Et si vous voulez que dans une société, on ait des repères, il faut qu'on sache qu'à un moment donné, eh bien, c'est interdit, et le fait de passer outre, eh bien, il y a des sanctions qui sont, si vous voulez, plus fortes. Techniquement, c'est possible ? Oui. Bien sûr, tout est possible techniquement. Ça, c'est vous savez, les nouvelles technologies s'habillent d'une image d'innovation, mais pas d'une image de progrès. C'est quand même quelque chose qui est important. Jusqu'à présent, nous, dans nos recherches, on faisait avancer le progrès. Le progrès, c'était un bien pour tous. Là, on vous met en avant l'innovation et on dit, vous freinez l'innovation. Mais non, mais l'innovation, c'est la responsabilité. Ça veut dire du care by design. C'est-à-dire, vous devez, dès le départ, avoir anticipé les conséquences que pourrait avoir un service et un contenu. Et si jamais c'est une atteinte à la dignité humaine, eh bien, ça doit être interdit. C'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental qui permet de passer outre à toutes les questions de liberté. Mais ce que soulève Véronique Reissoult n'est-il pas quand même pertinent? C'est que, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, le web
a été une zone alternative d'expression par rapport aux médias. À l'intérieur du web, les réseaux sociaux, ensuite, ont été une autre zone d'expression alternative. Le live est une zone d'expression alternative. Quand vous avez pu ça, vous l'avez dit vous-même, vous avez le dark web. Donc, de toute façon, est-ce que l'interdiction et la censure, encore une fois, ne sont pas contre-intuitifs par rapport au fonctionnement et à la dynamique du numérique? Alors, juste une chose, Monsieur Roux, l'interdiction, c'est pas de la censure. L'interdiction, c'est de considérer que pour le bien social, pour la sécurité des individus, pour le respect des droits fondamentaux, on ne peut pas tout faire. On est dans une zone illicite et ce qui est présenté est nocif. Donc on n'est pas dans la censure. La censure, ce serait une atteinte à la liberté d'expression. Si vous voulez, on n'est pas du tout sur les mêmes règles. Donc l'interdiction, c'est à un moment donné, c'est là où il faut... C'est pour ça que je vous ai dit que le régulateur européen n'avait pas été au bout de sa logique. Il n'a pas défini les contenus illicites tels qu'il aurait dû le faire. Pourquoi le régulateur européen n'est pas allé au bout de sa logique? Alors ça, c'est une vraie question parce qu'il entretient le flou, parce que justement, il n'a jamais voulu, entre liberté d'expression, sécurité, il n'est pas allé au bout de sa logique. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que la ministre, là, aujourd'hui, dit « je vais faire une action pour manquement à la loi ». Et alors? Et alors, trop tard. Elle aurait dû le faire avant. Enfin, je suis quand même... Oui. Elle avait les moyens de pouvoir, si vous voulez, réagir avant. Il a fallu qu'il y ait le drame pour qu'aujourd'hui, on mette une action en place. Que risque la plateforme, justement, australienne avec la plainte de Clara Chapez? J'espère que d'abord... alors là, il va y avoir en fait une enquête et puis après, la justice devra trancher. Donc il va falloir voir à un moment donné, et j'allais dire, la justice est aussi gardienne des libertés d'expression, du respect des règles, et donc il peut y avoir, et puis il y a aussi de très bons avocats qui seront derrière ça, et qui montreront que finalement, la modération, elle était plus ou moins... Enfin, il faudra voir les éléments du dossier, les signalements, etc. Et donc il y a plein de possibilités que finalement la condamnation soit, si vous voulez, amoindrie. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de considérer que ce type de divertissement il y a doit être interdit. Qu'il n'y ait pas une... En tous les cas, qu'il n'y ait pas de condamnation, ou en tous les cas... Il y a des possibilités. Je ne connais pas le dossier, puisqu'il y a des demandes qui sont faites, etc. Et il faudra voir sur pièce. J'allais dire, les avocats sont très... Enfin, on le voit avec notamment les big tech, etc. Vous avez des solutions qui sont proposées par la procédure, qui permettent, si vous voulez, à un moment donné, de dire que la mesure d'interdiction, qui n'est pas prévue dans les textes, pourrait être disproportionnée. Donc, si vous voulez, le juge sera le gardien de cette question de la proportionnalité et pourra se demander si c'est nécessaire et proportionnel. C'est pour ça que dans la démarche, j'allais vous dire une chose, l'interdiction, c'est une décision politique. L'interdiction est quelque chose qui a un vrai garde-fou parce qu'à partir du moment où on fait quelque chose qui est interdit, on peut sanctionner et donc on est dans une infraction. Dans les autres cas, on a parlé, vous l'avez constaté, elle parle de manquement à la loi. Encore une fois, techniquement, si on procédait à l'interdiction, comment ça prendrait forme? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on le voit aussi pour toute la communication vers les mineurs et puis sur les sites pornographiques, etc. C'est vrai qu'avec les VPN, on peut interdire d'un côté et ouvrir de l'autre. Il y a des mesures qui peuvent être prises en place. Il y a des saisies qui peuvent... À partir du moment où c'est interdit, on peut saisir des serveurs, on peut bloquer. Il y a des pays qui bloquent, en fait, si vous voulez, qui bloquent certains types d'accès. Donc, si c'est interdit, on ne doit pas pouvoir avoir la possibilité de diffuser. Ce qui est important là-dessus, et c'est là la question que vous mettez en avant, c'est d'interdire la diffusion de ce type de contenu. C'est ça ce qu'on veut faire. Donc à partir du moment où on sait que c'est pas possible en France, et que l'on a un régime qui est, j'allais dire, qui sanctionne cela, c'est pas des fous, hein, ce sont des businessmen, donc ils vont ailleurs.
Deux questions avec des réponses rapides, s'il vous plaît, Gérard Haas. Avez-vous été surpris de la tournure des événements ? Oui. Oui, j'ai été surpris de la tournure des événements parce que c'est un échec moral. C'est un échec moral. C'est-à-dire que les réseaux, vous l'avez dit tout à l'heure, on a été tous portés par cette idée que c'était une zone de liberté. Et on se rend compte que c'est devenu aujourd'hui, il y a les trous, il y a des angles morts qui sont terribles et qui tuent. Est-ce que c'est un tournant pour le droit du numérique ? Oui, c'est un tournant du droit du numérique et je pense qu'il va falloir quand même passer à une vitesse supérieure et ne pas se contenter de mettre en place des règles, mais de fixer aussi les interdictions et les limites. Et ça, c'est très important. On a mis en place une responsabilité des hébergeurs. Peut-être qu'il y aura une question à se poser. La responsabilité des hébergeurs qui ne sont responsables que lorsqu'on leur a signalé. C'est une revendication, par exemple, notamment qui est faite par un certain nombre de grands médias, et notamment le Figaro, c'est de demander aux plateformes et aux réseaux sociaux que leur soit appliqué le droit qui est la responsabilité éditoriale. La Vous avez tout à fait responsabilité raison. éditoriale, le droit de la presse. Je pense que c'est une vraie question et un vrai débat. On n'est plus aux plateformes. Enfin, le droit a changé. On est plutôt avec des plateformes aujourd'hui qui se contentent de vouloir être non responsables. Et donc, c'est important de repenser à tout cela. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, en tout cas, sur tous ces points. C'était absolument passionnant de vous écouter. Gérard Haas, je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en droit du numérique.